Bonjour à tous et bienvenue sur les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Alors avant de commencer ce podcast, j'aimerais déjà juste mentionner que si vous entendez du vent en arrière-plan, c'est parce que je suis dans la tempête tropicale Christina. Alors il risque d'avoir des bruits de fond, désolé. Mais bienvenue dans cet épisode de Passage de frontières. Avec 51 pays à mon actif, j'ai traversé de nombreuses frontières, comme vous pouvez vous en douter. Et chaque passage a été une aventure en soi. Bien sûr, ce qui revient souvent dans ces expériences, c'est l'aspect administratif. Les formalités, les documents à remplir, les files d'attente, tout cela fait partie du voyage. Mais j'ai accumulé des multitudes d'anecdotes, qu'elles soient drôles ou frustrantes. Un changement de pays n'est pas seulement une nouvelle destination, c'est surtout un défi administratif qui nécessite patience et résilience. Dans cet épisode, je vais partager quelques-unes de ces histoires pour vous donner un aperçu de ce que cela signifie et implique vraiment de naviguer à travers les complexités des frontières. À mes débuts en vélo, les frontières européennes sont généralement faciles à franchir grâce à l'accord de Schengen. Mais il y en a des spéciales, telles que celle qui se situe sur l'île de Chypre. La frontière est un peu particulière, car elle se situe au cœur de Nicosie, également appelée Lefkosia. C'est unique d'avoir une frontière au milieu d'une ville, séparant la République de Chypre au sud de la République turque de Chypre au nord, reconnue uniquement par la Turquie. Cette séparation est marquée par une zone tampon administrée par les Nations Unies. Ce contexte crée une situation complexe où les communautés chypriotes, grecques et turques coexistent avec un passé chargé de tensions. En traversant cette frontière, on ressent vraiment l'impact d'une histoire tumultueuse où les récits de division et de réconciliation continuent de façonner la vie quotidienne de cette ville. C'est en traversant cette frontière en 2011 que j'ai vu pour la première fois des gardes de l'ONU. C'était une scène assez marquante car il est rare de croiser des casques bleus en pleine ville. Et maintenant, je vais vous raconter une anecdote très particulière qui s'est déroulée le jour de mon anniversaire, le 19 février 2011, à la frontière entre la Turquie et la Syrie. C'était une journée marquante, non seulement parce que c'était mon anniversaire, mais aussi parce que ce passage de frontière a été une véritable aventure en soi. Ce jour-là, je me suis réveillée avec les chants d'anniversaire de mes compagnons allemands de voyage. Après avoir dit au revoir à la famille adorable qui nous avait accueillis la veille, nous avons pris la route en direction de la frontière. Il faisait froid, le vent soufflait fort et la montée était rude. Mais cela ne nous a pas arrêtés. Après une belle matinée de vélo à travers les dernières montagnes turques, nous sommes enfin arrivés à Yaladagi, la dernière ville avant la frontière syrienne. Après un tampon rapide pour la sortie de la Turquie, nous nous sommes dirigés vers les douaniers syriens. C'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Leur première réaction a été de nous dire que nous ne pouvions pas rentrer sans visa. Il y avait deux douaniers. L'un avait l'air très sévère et l'autre plus sympathique. On aurait dit le bon et le méchant. Après quelques discussions, ils nous ont annoncé qu'ils devaient envoyer un fax à Damas et que nous devrions attendre pour avoir la réponse. Qu'à cela ne tienne, nous avons improvisé un apéritif sur le trottoir de la douane pour passer le temps. Et comme la météo était imprévisible, il a commencé à pleuvoir. Heureusement, nous avons trouvé un abri sous un avant-toit du bâtiment frontalier, et même quelque chose pour nous installer confortablement. Nous sommes vite devenus l'attraction de la douane. Plusieurs personnes sont venues nous parler, et finalement nous avons même été invités à dîner. Un repas simple mais délicieux, avec des épinards sautés, une salade, une tortilla syrienne et du pain sans levain. Pas mal pour un repas d'anniversaire. Avec le rouge qu'on a acheté en Turquie, ce fut un régal. Et puisqu'on était dans un pays musulman, enfin pas tout à fait encore, on faisait croire aux douaniers que c'était du Coca-Cola. Enfin, vers 21h, après plus de 6 heures d'attente, le verdict tombe. Nous avons l'autorisation d'entrer en Syrie. Ce pour 2 semaines. Mais voici la surprise. En tant que Suisse, j'ai dû payer 50 € pour mon visa, tandis que mes amis allemands n'ont payé que 25 € chacun. Est-ce que la valeur d'un Suisse vaut 2 Allemands? Et puisqu'il était passé 21h, il était un peu tard pour nous de trouver un endroit pour camper. Alors les douaniers, gentiment et sympathiquement, nous ont proposé une pièce pour dormir. C'était un anniversaire vraiment spécial pour ses 31 ans, passé à attendre un visa pour la Syrie, avec une touche d'aventure et beaucoup de bonne humeur. En Turquie, tout le monde nous disait que nous devrions avoir un visa avant d'aller à la frontière. Et finalement, nous avons réussi à l'obtenir sur place. Comme quoi, il ne faut pas toujours écouter ce que les autres disent.
La frontière entre la Jordanie et Israël, connue sous le nom de frontière du roi Hussein, est située dans une région stratégique du Moyen-Orient. Elle s'étend le long du fleuve Jourdain et touche des sites historiques et religieux importants. Lors de ma traversée de cette frontière, le tampon jordanien de sortie fut très vite gagné. Par contre, du côté israélien, c'est une autre histoire. Voyageant à vélo avec mon ami italien en ce moment, on avait du matériel. Et toutes nos sacoches ont été passées au rayon, et certaines d'entre elles ont même dû être vidées complètement. Un beau bordel. Sans parler de l'interrogatoire qui nous a été posé sur nos précédents et futurs déplacements. À la fin, ils nous ont donné notre tampon d'entrée pour 3 mois, mais ils ne l'ont pas mis dans le passeport. Au lieu de cela, à notre demande, ils l'ont placé sur un papier séparé, ce qui nous permet de continuer à voyager dans les pays musulmans qui n'acceptent pas les passeports avec un tampon israélien. Petite astuce à savoir. Cette entrée a tout de même été très facile comparée à ma sortie par avion. Ce matin-là, à Tel Aviv, j'étais avec un ami suisse qui se reconnaîtra et va revivre quelques souvenirs. Réveil à 8 h avec un taxi prévu pour partir à 8 h 30 vers l'aéroport. On a eu du mal à tout caser, le vélo sur le toit, les cartons derrière et moi à l'arrière coincé. C'est pas très confortable, surtout avec les odeurs d'alcool de la veille qui remontent. En arrivant à l'aéroport, on a dû faire face à un contrôle de sécurité assez long. Ils nous ont pris nos passeports et ont commencé à poser des questions pendant 15 minutes. Ces 15 minutes se prolongèrent et les questions n'arrêtaient pas. Sur notre situation, mon voyage en Syrie, au Liban et en Égypte. Après ça, toutes mes sacoches sont passées au scanner. La fouille a été exhaustive. Même Gizmo a eu droit à son inspection. Les sacoches ont été toutes vidées, 40 kilos de matériel. Elles ont voulu goûter à mon kilo d'ovomaltine et ont vérifié ce que c'était des Leckerli. Nous aussi, on passe à la fouille corporelle, complète, dans une cabine fermée, comme dans les films. Heureusement, ils nous ont épargné le toucher rectal. En fin de compte, après plus de 3 heures et toutes ces vérifications, on a enfin pu enregistrer nos bagages. Et à 16 h 30, je touche le tarmac de Genève-Cointrin. Lors de mon séjour en Israël, j'ai traversé plusieurs fois la frontière israélo-palestinienne, notamment en Cisjordanie. Par contre, je n'ai jamais franchi directement le mur de séparation qui entoure une partie de la Cisjordanie. J'ai fait ces passages 5 ou 6 fois au total, et il n'y a qu'une seule fois où j'ai vraiment été contrôlée plus que d'habitude. C'était une expérience intéressante, car chaque passage, c'était une surprise à savoir comment entrer ou sortir, avec des formalités qui peuvent varier à chaque fois. Maintenant, parlons de mes 2 années au sud-est asiatique, fait à sac à dos. Tout de même, mes sacs de 55 kg puisque j'avais mon équipement de plongée et de kitesurf avec moi. C'était une toute autre expérience où les passages de frontières étaient beaucoup plus simples. Que ce soit en avion, par terre ou en train, il suffit de suivre la foule, comme un mouton. Bien que cela rende le passage de frontières facile, cette idée de suivre sans réfléchir est péjorative et ne s'applique pas à tout dans la vie. C'est un rappel que même si la simplicité a ses avantages, il est important de rester conscient et critique dans nos choix. Cette liberté de mouvement m'a quand même permis de profiter pleinement de chaque destination. Puisque chaque pays a ses règlements de visa, il est tout de même toujours crucial de se renseigner sur le type de visa requis pour entrer. J'ai moi-même vécu une expérience qui m'a appris cette leçon. En partant d'Asie du Sud-Est avec un ami pour la Nouvelle-Zélande, nous avions prévu une halte en Australie. J'avais pris le temps de m'informer sur le visa néo-zélandais, mais j'ai oublié de vérifier celui pour l'Australie. C'est au départ de l'aéroport de Kuala Lumpur, on m'a interdit de monter dans l'avion parce que je n'avais pas de visa australien. Cela m'a obligé à rester 2 jours supplémentaires à l'aéroport en attendant un meilleur prix pour acheter un billet d'avion pour l'Australie. Puisque je n'ai pas eu le temps de faire mon visa en ligne juste avant d'embarquer. Mon ami nouveau-zélandais m'a donc attendu en Australie et heureusement pour nous, nous avons prévu de rester 1 semaine là-bas. Je n'ai pas raté mon vol pour la Nouvelle-Zélande. Il est important de souligner que certains pays ont des règlements stricts à leurs frontières concernant l'entrée de produits vivants mais aussi de denrées alimentaires comme la viande, le fromage, les fruits et d'autres produits qui ne sont pas autorisés. Chaque pays essaye de protéger son écosystème en interdisant l'importation de matières susceptibles d'introduire des parasites ou des maladies. Avant de voyager, il faut être conscient de ces règles, car même un petit morceau de fruit ou un produit d'origine animale peut causer des complications à la douane. En sud-est asiatique, ils ne vérifient pas grand-chose et j'ai pu importer des kilos de saucisses, de fromage, de viande et même du chocolat sans aucun problème.
Par contre, je n'ai pas pu sortir de Nouvelle-Zélande avec mon miel de Manuka. C'est un exemple des restrictions que certains pays imposent sur des produits spécifiques, même si on peut facilement entrer avec d'autres denrées. Mon expérience d'entrée à Taïwan avec Pépette illustre bien ce point. Je pensais qu'il n'y aurait pas de problème, surtout après qu'un ami soit rentré avec son chien et son bateau. Cependant, j'ai découvert qu'il y avait des complications. Le pays n'est pas vraiment préparé à accueillir des chats ou d'autres animaux de compagnie par voie maritime, car il n'y a qu'un seul port d'entrée à Taipei, qui pour les bateaux à voile de navigation comme le nôtre n'est pas un point d'entrée stratégique. Et les autorités ne semblent pas très au courant des procédures pour les voiliers. Cela souligne l'importance de bien se renseigner sur les règles spécifiques de chaque pays concernant les animaux avant de voyager. Bien que le passage de frontières en bateau implique généralement 4 administrations principales, les douanes, l'immigration pour le visa, le port et la quarantaine pour la santé. Il est important de noter que chaque pays peut appliquer ces règles différemment. Ainsi, même si ces 4 étapes sont recommandées, tous les pays ne les imposent pas systématiquement. De plus, au sein d'un même pays, chaque port peut également avoir ses propres exigences et ne pas obliger à réaliser toutes ces formalités. Dans le côté comique des passages de frontières, je retiens quelques exemples. Par exemple, lors de la sortie de la péninsule malaisienne sur l'île de Chaman, je me suis retrouvée avec un ami à jouer au ping-pong contre les personnes qui travaillaient à l'immigration. Nous avons même organisé un match Suisse-Malaisie où les Malais ont gagné puisqu'ils s'entraînent à longueur de journée à l'immigration. La dernière anecdote, beaucoup plus récente, remonte à ma rentrée ici aux Philippines il y a 2 semaines. À l'immigration, on m'a dit que j'avais besoin de passer à la quarantaine avant de venir faire mon visa. Une personne de l'immigration m'a guidée à vélo tandis que j'étais sur ma moto, à travers un port désinfecté. Nous avons finalement abouti à un container au bord de la plage où il n'y avait qu'une seule personne, et rien qui n'indiquait que c'était le bureau de la quarantaine. Et voilà qu'en attendant l'arrivée du docteur, nous faisons une compétition au pistolet à air comprimé. Cette dernière expérience d'entrée aux Philippines est un excellent exemple des complications qui peuvent survenir lors de ces procédures. En effet, lorsque le docteur est arrivé, il a tout d'un coup déclaré qu'il devait venir sur mon bateau. J'ai expliqué que le bateau était ancré à 5 km et que moi j'étais en paddleboard. Ils m'ont dit qu'ils avaient leur propre bateau et que la douane allait venir aussi. En attendant, le chef de la quarantaine m'a contacté par téléphone, me précisant que je devais payer pour obtenir le papier de la quarantaine. Voici quelque chose de nouveau pour les Philippines. Et curieusement, il m'a demandé « Est-ce que vous voulez payer ?» Suite à cette question qui me paraissait bizarre, j'ai répondu que non. Et voilà qu'il me fait quand même le papier. Si ça, c'est pas de la corruption. Finalement, après 15 minutes d'attente, il m'annonce qu'il renonce à venir sur le bateau. Sûrement parce que j'ai pas voulu payer. Le gars de la quarantaine donne le papier au gars de l'immigration et nous voilà de retour à l'immigration. Et l'immigration pouvait alors procéder à la création de mon visa. Et il me confirme que je n'ai pas besoin de papier de la douane. Ce qui est bien curieux tout de même. Après 3 entrées aux Philippines, c'est la première fois qu'on me dit ça. Cela illustre bien comment les procédures peuvent varier et se compliquer dans ces pays. En plus, avec les pays où il y a de la corruption, on ne sait jamais ce qui est réel ou pas. Concernant le temps de procédure, cela peut varier de très rapide à plusieurs jours. Dans mes expériences, j'ai vécu l'entrée et la sortie du pays la plus rapide, au Brunei. Je suis arrivée en début d'après-midi et 1h30 après, j'avais fait mon entrée et ma sortie. En fait, en arrivant au port en paddleboard, la personne qui m'a réceptionné m'a simplement fait asseoir sur une chaise et a fait venir toutes les autorités à moi. Dans l'ordre pour l'entrée et dans l'ordre inverse pour la sortie. J'avais juste à remplir les papiers. La raison de mon entrée et de ma sortie le même jour est qu'en Malaisie, on a le droit à 3 mois de visa. Tous les 3 mois, il faut sortir du pays et revenir. Et puisque le Brunei est qu'à 4 heures de navigation depuis l'île de Labuan à Bornéo, c'est donc une sortie du pays de Malaisie assez facile à réaliser, ce qui permet de faire l'entrée et la sortie au Brunei et ensuite de revenir en Malaisie pour 3 mois à nouveau. A l'inverse, ma rentrée du pays qui a duré le plus longtemps a été en Indonésie, il y a 1 année et demie, à Nunukan sur la côte est de Bornéo. Cette entrée m'a pris 48 heures entre le moment de mon arrivée et le moment où tous les papiers étaient disponibles.
Normalement en Indonésie, on devrait faire une pré-entrée en ligne, mais comme je n'étais pas au courant, je suis arrivée sans rien faire, ce qui a également prolongé le processus. Ils essayent souvent de te vendre un agent qui est censé s'occuper de tous les papiers. J'ai quand même donné 20 $ à un agent, mais il n'a rien fait du tout. Il ne parlait même pas anglais. C'est juste une arnaque supplémentaire. Toutes les autorités sont venues à bord de Mota. On nous a fait alors un test Covid. Pourtant, le ferry arrive tous les jours de Tavao, depuis la Malaisie, avec plein de passagers et personne ne fait le test. Et c'est seulement quand nous avons dû aller à la quarantaine pour aller chercher nos papiers qu'ils nous ont dit qu'on devait payer le test, alors que sur le bateau, personne ne nous a rien dit. En ce qui concerne les coûts, généralement, tout est gratuit, à part si vous devez payer un visa. Et ces dernières années aux Philippines, à cause de la corruption, on commence à nous infliger des paiements, prétextant qu'il faut payer le transport pour venir sur nos bateaux, et qu'ils nous refusent de faire un reçu de paiement. À Taïwan, l'immigration a tout de même fait 2h30 aller, 2h30 retour en voiture pour venir faire un tampon qui a pris 5 minutes, et n'a demandé aucune compensation monétaire. Et j'ai expérimenté ma sortie de pays la plus chère en septembre 2016, en Indonésie, à Pulawai. Elle m'aura coûté 700 francs du fait que j'avais 38 jours de retard sur mon visa. Il m'avait donné tout de même l'option de ne pas payer et d'être pas autorisé à rentrer en Indonésie dans les 6 prochains mois. Mais de ce fait, mon ami n'aurait pas pu partir avec moi pour la Malaisie. Du coup, en tant que bonne Suisse, j'ai payé. Enfin, toutes ces expériences montrent que ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir beaucoup de patience et de résilience. Mieux vaut prendre ces situations avec humour plutôt que de s'énerver ou de se frustrer, car cela n'avance à rien du tout. Garder un esprit léger permet d'aborder ces défis avec plus de sérénité, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Du reste, la citation de Marc Aurèle est constamment avec moi. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. À bientôt!